Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info. Dans l'actualité, ce soir, les commémorations de l'appel du 18 juin, hier à Bar-le-Duc. La ville a célébré ce symbole de ralliement de la résistance française. Retour en images dès le début de ce journal. Jeudi 13 juin, une déambulation s'est tenue pour marquer le début des travaux de l'épicerie solidaire et sociale. Une initiative de l'association familiale protestante Bethesda, dit la FPB, avec la ville de Saint-Dizier. Il y a 60 ans, jour pour jour, le musée de Saint-Dizier ouvrait ses portes au sein de son bâtiment actuel. L'occasion de faire un tour des œuvres caractéristiques qu'il renferme. Le cercle pugilistique de Saint-Dizier a organisé son gala de boxe éducative ce dimanche 16 juin. L'occasion de mettre en avant ce club sportif emblématique de Saint-Dizier. Nous recevrons sur notre plateau Mathilda et Maurice Chanet. Ce sera à la toute fin de ce journal. Il y a donc 84 ans exactement, le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononçait un discours radiophonique de quelques minutes depuis Londres, symbole de ralliement de la résistance française. Cet appel du 18 juin est devenu par la suite un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Une commémoration a donc été organisée hier à Bar-le-Duc pour se souvenir de cette date. Sur place, Gaël Bossu. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. C'est certainement le message radiophonique le plus connu et le plus emblématique de France, celui du 18 juin 1940, prononcé par le général de Gaulle sur les ondes de la radio britannique. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Un discours de quelques minutes seulement où le général appelle les Français qui le peuvent à résister et à s'allier pour combattre l'occupant, un vrai tournant de la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit événement en apparence, mais qui a une énorme portée, puisqu'elle permet à la France, qui était diminuée, amoindrie, qui finalement collabore avec l'Allemagne nazie dans ses pires turpitudes, de se relever et de réapparaître comme une puissance. C'est l'impact bien après de l'événement qui se fait le 18 juin. Cette date historique a été commémorée ce mercredi à Bar-le-Duc, une cérémonie en présence notamment du préfet de la Meuse. Elle doit avoir lieu au minimum dans chaque préfecture et sous-préfecture. C'est très très important parce qu'elle fait partie des dates qui forgent notre histoire, qui forgent les combats pour la liberté, comme le 11 novembre, comme le 8 mai 1940, enfin, le 8 mai pour le 8 mai 1945. Ce sont ces grandes dates que l'on doit commémorer pour souvenir le combat de nos anciens pour la liberté. C'est essentiel. À Bar-le-Duc, cette cérémonie a bien lieu chaque année. Mais dans le contexte politique actuel du pays, elle avait cette fois un écho tout particulier. Chacun doit s'exprimer en son âme et conscience dans quelques jours. Et cette cérémonie, elle revêt un caractère encore plus solennel et encore une fois rappeler à chacun son devoir de citoyen. L'idée de résistance, elle regarde chacun et chacun en fonction de ses convictions va résister ou va, solliciter l'adhésion d'un certain nombre de personnes. Et puis encore une fois, le groupe, l'intelligence collective fait que ça rappelle à chacun son importance. Dépôt de gerbes et recueillement pour commémorer cet appel du 18 juin 1940, une manière de se souvenir d'une date qui a fait basculer l'histoire de tout un pays. Un autre anniversaire à présent, celui du musée de Saint-Dizier qui fête aujourd'hui même ses 60 ans au sein de l'ancien bâtiment postal. L'occasion de faire un tour des œuvres caractéristiques qu'il renferme. Visite guidée, signée Gaël Bossu. C'est la pièce la plus emblématique du musée. Une épée royale, datée de l'an 530, retrouvée lors de fouilles à Saint-Dizier. Donc elle fait partie du mobilier funéraire découverte sur le Rocher de Saint-Amand en 2001-2002. C'est une épée d'apparat qui déjà montre aussi la richesse de son possesseur par ses matériaux, de l'ivoire, de l'or, de l'argent, ce qui montre le statut tout à fait important dans la hiérarchie de la société mérovingienne de cette personne qui a été enterrée ici à Saint-Dizier. D'autres pièces du musée impressionnent et intriguent les visiteurs. C'est le cas de cette momie précolombienne, aussi effrayante par son apparence que passionnante par son histoire. Ici, on a un homme à peu près d'une cinquantaine d'années qui était sans doute un guerrier, comme en témoignent notamment des éléments des restes, notamment de pointes de flèches, qui sont restés fichés dans sa mâchoire.
Aujourd'hui, le musée de Saint-Dizier possède plus de 30 000 pièces et en expose environ 700. La première arrivée dans cette collection, c'est cette amphore méditerranéenne. On est en 1880, donc l'année peu après la création du musée. Et donc c'est une amphore italique qui a été découverte à Carthage, qui servait notamment à utiliser dans le commerce du vin, donc qui a été fabriquée en Italie. Et c'est vraiment un objet aussi très intéressant parce qu'elle est complète, en parfait état de conservation. Depuis 1881, le musée continue d'acquérir ou de recevoir des œuvres pour enrichir sa collection. Une collection très éclectique qui comprend aussi bien de la peinture, de la sculpture, des objets rares ou encore de la faune. La Société des Lettres avait le projet de faire un musée, ce qu'on appelle un musée encyclopédique, c'est-à-dire qui embrasse tous les domaines de la connaissance. Un musée, c'est pas quelque chose de figé. Il évolue aussi avec son temps et en cela aussi, il reflète l'évolution de la société et notamment des sujets d'intérêt patrimonial qu'elle peut porter. En 2023, le musée Bragard a accueilli près de 4000 visiteurs. Jeudi dernier, une déambulation s'est tenue pour marquer le début des travaux de l'épicerie sociale et solidaire. Elle a désormais ses locaux sur l'avenue de la République, une initiative de l'association familiale protestante Bethesda, l'AFPB, qui travaille avec la ville sur ce projet. Gueltas Philippe et Mathis Grenier vous proposent une visite. C'est dans ce bâtiment désaffecté du centre-ville que verra le jour une épicerie sociale et solidaire. Un local avec cuisine, stockage et un magasin. Le local, c'était un point très important, oui, parce qu'il faut quand même avoir un endroit qui soit visible. On voulait quelque chose qui soit bien placé dans la ville. On voulait que ce soit quelque chose d'accessible à tous. Un projet pensé il y a 2 ans pour répondre à une problématique sociale. Comment soulager les ménages en difficulté et qui surtout ne se tournent pas vers les aides alimentaires. On fait déjà de l'aide alimentaire gratuite, donc on réfléchissait à quelque chose de plus. Après le Covid, on s'est rendu compte que les gens avaient peut-être besoin d'autre chose, de quelque chose d'intermédiaire entre la consommation classique et l'aide gratuite. Cette épicerie sociale et solidaire s'adresse à 2 publics. D'une part, des acheteurs solidaires. Ils viendront ici pour acheter les produits au prix du marché. Cela permettra de financer la partie sociale. D'autre part, des acheteurs redirigés ici par des travailleurs sociaux. Eux se verront attribuer un budget pour faire leurs courses définies en fonction de leur situation. Pour accueillir l'épicerie, ce bâtiment a subi de gros travaux de réhabilitation. Ici, on avait du faux plafond sur l'ensemble des plafonds, notamment sur la première partie d'espace de vente. Et en fait, quand on a voulu déposer ce faux plafond, on s'est aperçu qu'on a retrouvé de la faïence, du latibois, du plâtre. Et c'est plutôt quelque chose de dangereux pour les personnes qui allaient venir sur le site. L'achat et les chantiers sur les 100 mètres carrés de bâtisse ont déjà coûté presque 325 000 €. Une grande partie a été financée par la ville. Une association a de l'énergie, a de l'envie et est prête à agir pour les personnes les plus fragiles. On vient en soutien pour que toute son action soit démultipliée. Chaque acteur agit un petit peu dans son coin aujourd'hui, même s'ils arrivent à avoir des projets ensemble. Là, avec ce lieu, on va avoir un lieu extrêmement ouvert pour tous les publics qui peuvent vouloir avoir besoin simplement d'aide ou en l'occurrence ici de produits alimentaires. Les travaux ne sont pas finis, certains murs doivent encore tomber. L'association, elle, espère ouvrir les portes de son épicerie dès le mois d'octobre. Le cercle pugilistique de Saint-Dizier a organisé son gala de boxe éducative ce dimanche 16 juin, l'occasion de mettre en avant ce club sportif emblématique de la ville de Saint-Dizier qui compte parmi ses rangs des champions en devenir. Bonsoir Maurice, bonsoir Mathilda. Bonsoir. Alors première question pour débuter cette interview, comment s'est passé ce week-end ? C'était un très bon week-end, on a eu 22 assauts, on a eu 17 victoires, 3 défaites. Mais bon, ça s'est vraiment bien passé. Le public était là, tout le monde était là, les parents des boxeurs et tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour un club comme le vôtre d'organiser des galas comme ça de boxe éducative ? Vous savez, c'est pour mettre un peu la boxe en avant déjà à Saint-Dizier et apprendre aux enfants de ce qu'est la boxe. Voilà comment donner un coup, c'est de l'escrime des mains. C'est pas de la bagarre, comme tout le monde croit, mais c'était formidable. Alors Mathilda, tu es vice-championne d'Europe et tu es sélectionnée en équipe de France junior. Comment est-ce que tu as gravi les échelons comme ça ? Tout simplement déjà avec les entraînements réguliers, avec mes entraîneurs. Et puis aussi avec les combats sont très importants. Ils permettent d'acquérir de l'expérience. Alors j'imagine qu'au vu des titres que tu as et ta sélection en équipe de France junior, j'imagine que c'est une fierté pour toi. Oui, c'est une très grande fierté, déjà pour moi, pour mes entraîneurs et aussi pour ma famille, parce qu'on fait de la boxe
de génération. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce que tu t'entraînes au final au sein du club? Au club, du coup, je m'entraîne 3 fois par semaine. Et sinon, j'ai en général 2 entraînements à l'extérieur. Donc on prépare plus le physique à l'extérieur. Puis à l'intérieur, c'est les mises de gants. Et c'est quoi, en fait, pour développer un peu, quels sont les entraînements que tu pratiques? On fait des mises de gants, du coup, qui sont très importantes. Donc on met en place les situations de combat. Et aussi, on travaille un peu, surtout au sac, la coordination. On travaille à la corde à sauter et au shadow. Alors, la boxe a une réputation un peu de sport masculin. Est-ce que c'est pas trop difficile de se faire une place? Franchement, non. Personnellement, pour ma part, non. Mais... Ça casse un peu les idées reçues. Oui, un peu. Alors, Maurice, du coup, on le disait, Mathilda donc, est sélectionnée en équipe de France, vice-championne d'Europe. Comment est-ce que le club l'entraîne? Oui, bien sûr, parce qu'on a Gérard Perriot, le traîneur principal, Bruno Floquet aussi, pour tout ce qui est mise de gants et puis tout aussi. Mais vous savez, c'est un très bon élément, Mathilda. Et c'est pour ça qu'elle est chez nous depuis 5 ans. Je pense qu'elle ne loupe rien. Elle ne loupe pas un entraînement, elle fait tout possible pour être là. Et comment vous avez découvert Mathilda, justement? C'est toi qui t'es inscrite directement au club ou est-ce que vous l'avez découverte quelque part ou... Non, c'est elle qui est venue s'inscrire au club d'elle-même. Et ça y a plu. Et puis c'est pour ça qu'elle est encore là. Où est-ce que vous la voyez, ou jusqu'où vous la voyez aller, Mathilda? Je la vois aller très loin dans sa catégorie. Parce que vous savez, des filles comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Surtout dans la catégorie où elle est. Bon, ils ont été vus par l'équipe de France. C'est pour ça qu'ils l'ont pris. Et là, bientôt, elle va repartir en Pologne pour faire un gros tournoi, pour une qualification pour les championnats du monde. Et on est tous avec elle. On le disait tout à l'heure, il y a parfois des idées reçues. Est-ce qu'une fille peut être une boxeuse professionnelle aujourd'hui? Oui, bien sûr, il y en a quelques-unes déjà. Mais bon, c'est vrai qu'ils font moins de combats que les garçons. Mais bon, il y a des combats quand même, et il y a des combats qui sont durs. Est-ce que toi, Mathilda, ça t'intéresse d'en faire ton métier plus tard? Pour l'instant, oui. Pourquoi pas. Mais pas toute ma vie, personnellement. Et alors, du coup, quelle est la suite maintenant pour toi Pour l'instant, à court terme, je prévois quand même, encore une fois, les championnats d'Europe, championnats de France. Championnat d'Europe, je prévois une meilleure médaille. Et sinon, championnat du monde et plus loin, les JO 2028, si possible. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un club où il y a des grands noms comme Maurice, par exemple? C'est une fierté. C'est encourageant aussi. Ça me pousse à aller plus loin, moi, dans mes objectifs. Alors, Maurice, quels sont un peu les prochains rendez-vous du club? Pour revenir rapidement sur le club avant de conclure. Les prochains rendez-vous du club, c'est parce que ça fait 2-3 années qu'on n'arrive pas à organiser une grande soirée à Saint-Nizier. Mais l'année prochaine, c'est parti pour en faire une super belle, avec 3-4 combats professionnels, mais des personnes qui tiennent la route. Pour montrer à Saint-Nizier que la boxe est toujours là. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Maurice. Merci beaucoup, Mathilda, d'être venue sur notre plateau ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Restez avec nous. L'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.